Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va, grâce à Dieu. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui parce que j'avais eu un retour, un message d'une jeune fille qui m'avait écrit pour pouvoir me demander en fait quelques conseils pour pouvoir lancer sa ferme. Mais elle, c'était plus vers le Lubumbashi. Donc, elle voulait savoir comment je m'y étais prise pour pouvoir me lancer, que je lui partage un peu mon expérience par rapport, moi, à, à l'expérience que j'avais sur l'élevage, la ferme et tout. Comme vous le savez, et j'ai pas énormément d'expérience, mais voilà, le peu de ce que j'ai fait et tout, je me suis dit, j'allais faire une vidéo pour pouvoir répondre un peu à ces questions. Et ça permettra aussi à d'autres personnes qui ont pour idée de se lancer dans ce projet, d'avoir un peu mon retour d'expérience. J'avais déjà fait pas mal de retours d'expérience sur ce sujet, surtout par rapport à la porciculture. Mais là, je vais essayer un peu d'englober quelques vidéos, surtout pour les nouveaux qui sont arrivés, qui n'ont pas regardé d'autres vidéos, pour que vous ayez un peu mon retour d'expérience pour comment s'établir les erreurs à éviter en fait. Les erreurs à éviter, en tout cas ce que moi j'aurais voulu faire autrement avant de me lancer au pays dans ce genre de business, tout ce qui est agriculture et ferme. Alors, déjà, la première chose, moi, la première erreur, donc je parle par rapport à mon expérience, je tiens à le dire. Ceux qui ont d'autres expériences, n'hésitez pas à venir enchérir en fait la vidéo, enrichir plutôt la vidéo avec vos commentaires et partager également votre expérience pour aider d'autres personnes. Dans les commentaires, ça pourra aider énormément de personnes. Alors moi déjà, premièrement, une des erreurs que j'avais faites, c'est j'avais trouvé une concession à distance. Donc j'avais trouvé ça sur Airbnb, une concession qui traînait là depuis très longtemps. Je savais qu'il y avait un potentiel parce que c'était assez grand et tout. Donc, j'avais attendu 1 an, 2 ans avant de contacter la personne pour pouvoir louer la concession. Chose aujourd'hui que je ne referai plus. La location, je vous déconseille de faire de la location si vous voulez lancer que ce soit votre porcherie, n'importe quel élevage et tout. Si vous voulez vous lancer, n'optez pas du tout pour la location. Moi, on m'avait déjà topé un peu une fois, mais je me suis dit non, je préfère ne pas acheter parce que si j'achète, que ça ne marche pas, je me retrouve avec un terrain et tout, je ne saurais pas quoi en faire. Alors que là, si c'est de la location, si ça marche pas, je sais que je peux laisser et partir. Oui, je fais ça. Ça m'a coûté cher déjà pour pouvoir établir le bâtiment comme il faut en porcherie. Et après, j'ai quand même eu des problèmes avec la propriétaire, la famille qui nous ont créé pas mal de problèmes. J'avais fait des vidéos par rapport à ça. Et la zone qu'on avait choisie, j'avais choisi cette zone, on avait visité ça. C'était pendant la saison sèche. Et voilà, évitez d'acheter des terrains ou de faire des choses en saison sèche. Allez toujours un peu vers quand il y a des pluies. Comme ça pourra vous montrer est-ce que la zone est inondable ou pas. Qu'est-ce que il se passe vraiment pendant la saison des pluies. On sait que les pluies chez nous, c'est des choses quand même qui peuvent être très fortes. Et surtout là, avec le dérèglement climatique, il y a de plus en plus des choses qui se passent. Donc, des inondations et tout. Donc, allez toujours voir au niveau de votre terrain comment est-ce que le terrain répond quand on est pendant la saison de pluie. Si pendant la saison de pluie, il ne se passe rien du tout, vous pouvez y aller. Mais si vous allez acheter directement, acheter et ne passez pas par la location, moi, ça a été une des grosses erreurs que j'avais faites, c'était de louer. Jamais je dirais louer encore, jamais. Donc, voilà, le premier point. Et maintenant, si vous décidez d'acheter, donc sachez que si vous achetez un terrain, que ça soit un terrain ou des hectares et tout, sachez que la terre finit toujours par prendre de la valeur. Donc, n'hésitez pas à acheter, que ce soit des terrains pour construire ou des terrains pour faire de l'agriculture. Si ça rentre dans votre budget, achetez. Achetez vos terrains parce que ça finit toujours par vous rapporter gros lorsque vous voulez revendre. Un exemple, nous, le terrain qu'on avait acheté dans le Congo central qui, à l'époque, nous avait coûté 1 500 $, donc sans compter les papiers, les travaux qu'on a faits. Aujourd'hui, ce terrain est estimé à peu près on a envoyé à un commissionnaire, il avait estimé ça à 10 000 $ par rapport à tous les travaux qu'on avait faits. On avait eu quand même un premier client. Donc, on avait eu un premier client qui s'était présenté, qui voulait reprendre le terrain à 6 000 $. Mais j'avais dit non parce que j'estimais qu'on pouvait quand même avoir un peu plus. Surtout que là, il y avait encore d'autres travaux qui devaient être faits. J'estimais qu'on pouvait gagner encore un peu plus parce qu'on avait bien valorisé le terrain. Donc voilà, ça m'a permis en tout cas de voir que voilà, même si c'est un peu dans le Congo central, que le terrain a quand même pris de la valeur et j'étais contente par rapport à ça. Donc, si vous voulez acheter votre terrain pour pouvoir faire votre porcherie ou votre n'importe quoi, achetez, ça prendra de la valeur. Mais une fois que vous achetez ça, mettez
tout de suite planter des arbres. Mon cousin qui est agronome, qui m'avait fait ce retour, il m'a dit la garantie d'un terrain ou des hectares, donc quand vous avez des terrains et tout, c'est toujours de mettre des arbres fruitiers. C'est ça qui va faire augmenter en fait la valeur de votre terrain. Donc une fois que vous avez acheté votre terrain, avant même que de commencer à vous dire je vais commencer à mettre la porcherie, je vais faire ceci, cela et tout, commencez par planter. Plantez des arbres fruitiers, que ce soit des safous, des manguiers, des bananiers et tout. Plantez tout ça parce que c'est ça qui va faire que votre terrain va prendre de la valeur. Et ensuite, déterminez où vous voulez placer votre porcherie et tout. Et lorsque vous voulez acheter votre terrain comme ça, surtout si vous ceux qui veulent faire de l'agriculture, même tout ce qui est élevage en fait, assurez-vous qu'il y ait un point d'eau qui soit à côté. Soit vous avez un point d'eau à côté pour pouvoir après arroser vos plantes et tout, ou nourrir vos bêtes et tout. Soit vous avez la possibilité de créer un puits ou de faire un forage. Le point d'eau, que ce soit en agriculture ou en élevage, est plus que nécessaire. Si vous savez que vous n'avez pas de point d'eau, que vous n'avez pas de méthode même pour récupérer l'eau des pluies ou quoi que ce soit et tout, ben il faudra peut-être opter pour des plantations qui n'ont pas besoin d'eau régulièrement en fait. Mais si vous avez un point d'eau, ça serait vraiment l'idéal. Et assurez-vous également d'avoir l'accessibilité dans votre concession qui soit facile, que ça ne vous demande pas je sais pas combien de temps pour y aller, de prendre la moto, le 4x4 et tout, parce qu'à la longue ça va vous fatiguer de faire des allers-retours, ou même lorsque vous allez commencer à produire et tout pour sortir votre marchandise ou faire rentrer de la nourriture et tout, ça va être compliqué, ça va vous coûter cher. Donc accessibilité, eau, et planter des arbres sous vos terrains. Vraiment planter. Moi maintenant c'est ce que je suis en train de faire, je plante dès que je peux en fait. Par la suite, une fois que vous avez votre terrain, vous avez votre terrain et tout, assurez-vous d'avoir quelqu'un avec qui vous allez travailler. Parce que surtout pour ceux qui sont à distance, même si vous n'êtes pas à distance, une ferme ne pourrait pas forcément être dans votre ferme H24. Ayez quelqu'un de confiance, chose qui est rare au pays. Ayez quelqu'un de confiance. Si c'est un membre de votre famille, tant mieux, mais assurez-vous de sa moralité, du fait qu'il puisse vraiment être investi, en sachant qu'une personne ne sera jamais 100% investie dans votre projet parce que c'est pas son projet, ça sera toujours votre projet à vous. Si la personne se joint à vous, c'est que vraiment, peut-être qu'il est passionné également par ça, et il veut travailler avec vous. Donc, assurez-vous d'avoir quelqu'un à qui vous pouvez vraiment faire confiance pour pouvoir suivre votre projet de A à Z, surtout si vous êtes à distance. Si vous n'êtes pas à distance, impliquez-vous dans ce que vous allez faire, surtout en fait tout le temps, surtout quand il s'agit d'élevage, d'agriculture, soyez vraiment impliqués dans ce que vous allez faire. Donc si vous voulez lancer à l'élevage, que ce soit ou des différentes cultures et tout, avant même de commencer votre travail, peut-être qu'avant vous allez commencer peut-être par construire votre bâtiment et tout, avant que les bêtes ne rentrent ou avant de commencer à planter, formez-vous. Vraiment, formez-vous. Formez-vous si vous avez des centres de formation où vous pouvez vous permettre d'aller faire des formations, allez faire des formations. Si vous voulez lancer une porcherie, allez vous former sur la porcherie. Allez vous former sur la pisciculture. Formez-vous sur tout ce qui est agriculture, sur les différentes plantations que vous voulez faire. YouTube est une mine d'or. Vous pouvez vous former par rapport à ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que avant de me lancer dans la porcherie, j'avais fait énormément de recherches. Je m'étais formée énormément, moi, personnellement, via YouTube. J'ai regardé des vidéos de différents fermes et tout, que ce soit au Congo, que ce soit ailleurs dans le monde et tout. Je suivais, je regardais et je savais exactement ce qu'il fallait faire. Je savais que, différentes choses que je devais faire. En arrivant au Congo, j'ai perdu confiance en moi. Pourquoi? Une fois que je suis arrivée au Congo, que j'ai parlé, en fait, avec la personne que j'allais travailler et tout, j'ai perdu confiance parce que, la personne m'a fait comprendre que, vous êtes en Europe, vous connaissez pas les réalités d'ici. Ici, ça fonctionne pas de cette façon. Et je me suis dit, laisse ceux qui sont au pays faire parce que eux, ils connaissent la réalité. Toi, tu connais pas forcément. La réalité qu'ils connaissent, peut-être qu'ils peuvent maîtriser, eux, c'est au niveau des températures, au niveau de différentes choses et tout. Mais la réalité que moi, j'avais appris, où je m'étais formée, aujourd'hui, je me suis dit, si j'avais appliqué, si j'étais assez ferme, si j'avais assez confiance en moi, que j'avais appliqué ça, et je pense que 50% des erreurs qu'on avait commises, on les aurait pas commises. Si j'avais aussi imposé ma vision, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs qui avaient été faites. On n'en serait pas là en fait. On aurait toujours fini par partir de la concession où on était parce que la famille qui nous louait, ils voulaient récupérer la ferme pour eux.
Mais au niveau de l'évolution des bêtes, on n'en serait pas été pareil. Et aujourd'hui, je le regrette. Je regrette de ne pas avoir en fait mis en place moi ce que je voulais et d'avoir en fait laissé un peu les autres me guider à gauche, à droite. C'est une erreur que je ne referai plus. D'où l'importance de se former avant. Et d'où l'importance aussi, avant d'acheter vos bêtes ou quoi que ce soit, de descendre au pays, d'aller en fait aller dans différents marchés, voir les différents produits qui existent par rapport aux exemple aux bêtes que vous voulez élever, voir les prix qui sont effectués. Donc l'achat, si vous voulez passer par des formules d'alimentation, voir combien ça coûte les différents produits et tout. Là où vous n'allez pas pouvoir maîtriser complètement, c'est que le coût de la vie fluctue, change souvent au Congo. Aujourd'hui, tu peux avoir un truc qui coûte 1 dollar, le lendemain, ça passe à 1,5 à 2 dollars et tout. Ça, tu pourras pas changer ça. Mais au moins, ça te donnera une idée de combien coûtent certaines matières premières pour l'alimentation de tes animaux. Tu pourras au moins maîtriser ça et les gens ils sauront aussi ils sauront exactement que tu sais de quoi tu parles en fait. Et si vous avez quelqu'un qui peut vous renseigner également à côté de votre personnel sur l'évolution des prix et tout, ça vous permettra de bien suivre votre budget mensuel par rapport aux aliments des bêtes. Une des erreurs que j'avais faites aussi, surtout pour l'aliment des bêtes, c'est que ça nous revenait à très très cher. Parce qu'on avait pris des races en fait importées. Et aujourd'hui, si je dois refaire, même si les races importées, vraiment, c'est des races qui grossissent vite et tout. Oui, au niveau grosseur, ils grossissent vite. Aujourd'hui, si je dois refaire ma porcherie, je ne me concentrerai pas forcément sur les races pures, en fait. Pas forcément. Je ferai un mélange de nos races à nous et des races peut-être pures si j'en ai envie. Parce que je voudrais peut-être avoir des bêtes que je pourrais nourrir avec des aliments qui viennent du Congo directement sans avoir passé par des formules ou quoi que ce soit. Donc, j'irai au plus simple pour les nourrir en faisant après des mélanges avec des plantes que j'aurai sur ma concession, sur mon champ, mettre des pondous, mettre des feuilles d'avocat, tout. Faire des mélanges comme ça pour les nourrir le plus naturellement possible et éviter des formules qui vont finir par coûter très très cher au bout du mois et surtout si tu n'as aucune garantie derrière que les choses vont fonctionner comme il faut. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, oui, j'en ai vu des porcheries où des gens donnaient un aliment à leurs bêtes. Et pourtant, les bêtes, après, à côté, ils faisaient des bébés, les bébés grossissaient, et voilà, ils vendaient ces bêtes, quoi. Donc, je ne vais plus être à la recherche de la grosseur de l'animal, mais plutôt mettre les efforts pour qu'ils aient une alimentation régulière pour qu'ils puissent avoir une croissance qui soit bonne, normale en fait, sans forcément chercher à atteindre des kilos, je sais pas comment. Non, mais qu'ils aient une vie normale en fait, tout simplement. Normalement et qui grossissent normalement. Je vais pas être dans la précipitation d'avoir des bêtes qui grossissent très très vite et prennent des kilos un peu trop fortement. Non, je les ferai vivre normalement, leur donner la nourriture matin, soir, mais voilà, une nourriture normale qui sera adaptée à mon porte-monnaie. Donc voilà, tout simplement. Et je ferai un mélange de races pour ne pas un mélange de races ou même rester sur des races locaux en fait. Parce que les races locaux sont très bons à manger également. Donc voilà, je ne serai plus à la recherche de ce que on nous vend un peu dans les différentes formations, les races pures, etc. Je ne serai plus dans tout ça. Je serai dans une sorte de forme d'élevage un peu plus naturelle en fait. Parce que je pense que des élevages un peu plus naturels reviennent beaucoup moins cher. Ça va mettre un peu plus de temps, mais voilà. À la longue, ça paiera plus à la longue que sur du long terme que sur du court terme, en fait. J'opterai plus par rapport à ça. Donc, je ne sais pas pour les autres qu'est-ce que vous opterez. N'hésitez pas à le dire, mais moi, c'est ce que je ferai, en fait. Et ensuite, là, vous aurez vraiment, il vous faudra mettre le point vraiment, faire très, très attention, plutôt, je veux dire, c'est au niveau de votre personnel. Au niveau de votre personnel, sachez que moi j'ai trouvé que me mettre au Congo, commencer à faire la ferme au Congo et tout, je l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué en fait. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Oh oui, surtout quand t'es petit, hein, les gens du gouvernement ils sont pas là pour venir te suivre derrière, oui, paye-nous ceci, paye-nous cela. Non, surtout que les fermes souvent c'est dans des endroits un peu reculés. Tu peux très bien être seul, personne ne vient t'embêter. Mais là où ton plus gros problème, ça sera ton personnel.
surtout pour les personnes qui sont à distance. La jeune fille qui m'avait contactée m'a dit, moi, je compte venir que 3 fois dans l'année au Congo. Chez 3 fois dans l'année au Congo, oui, quand tu n'as pas de production et tout, tu peux te permettre de venir que 3 fois dans l'année et suivre à distance les travaux. Même là, tu vas galérer. Mais une fois que tu vas avoir ta production, que tu sais tes bêtes vont commencer à mettre bas et tout, les 3 fois dans l'année ne vont pas suffire. Parce qu'au bout d'un moment, ta présence doit être régulière. Si ta présence n'est pas régulière, le personnel peut commencer à faire tout et n'importe quoi. Vraiment, je pense que le plus gros problème, tout simplement, c'est le personnel. Parce que le personnel, c'est eux qui vont faire que ta ferme réussisse ou pas. Souvent, quand il y a des vols, nous actuellement, on a pas mal de vols. Au niveau des vols, des fois, il ne faut pas aller chercher entre midi à 14 heures. Hein. Non. Des fois, les vols, c'est seulement ceux qui sont sur place et tout. Ton propre personnel qui va mettre en place des systèmes pour pouvoir te voler. Donc, des fois, il ne faut pas chercher loin, aller loin, en fait. Et comme je l'ai déjà dit, je pense que les fermes qui fonctionnent bien au Congo actuellement, c'est les fermes où les personnes sont là en permanence. Personnellement, je commence à me demander si je ne suis pas en train de boxer dans le vent. Parce que je ne suis pas sur place et à chaque fois, il y a un problème. Tu changes de personnel, il y a encore un nouveau problème. Donc, voilà. Soyez régulièrement sur place. Ceux qui peuvent, exemple, si vous savez que vous avez votre argent que vous pouvez tenir sur 1 an et tout, sans travailler et tout, que vous avez vos économies et tout, je vous conseillerais de prendre une année sabbatique, de monter vraiment votre structure de A à Z, de former votre personnel, d'être là, de lancer la machine, mais derrière aussi d'éprouver votre personnel, de voir comment est-ce qu'ils travaillent, de voir leur honnêteté, de voir les efforts qu'ils font et tout. Et une fois que la machine est lancée, que vous avez pu mettre des personnes en confiance, là, vous pouvez vous dire que ça va fonctionner. Mais une fois que vous partirez, dites-vous que les choses ne fonctionneront jamais vraiment comme si lorsque vous étiez sur place, en fait. Donc, le personnel, c'est vraiment, vraiment le gros problème au niveau du pays. Donc, il y a par rapport à ça. Et aussi, une fois que vous allez commencer à produire, à vendre et tout, ne confiez pas votre marchandise à un cousin, à un tel ou un tel. Non. Si vous savez que, exemple, on a fait le manioc, la production c'est sur 1 an, on va commencer à produire bientôt, déplacez-vous. Déplacez-vous, payez un billet, voilà, à payer des billets à chaque fois, au bout d'un moment, vous allez vous demander est-ce que c'est vraiment rentable pour moi de me déplacer tout le temps. Mais déplacez-vous et venez assister à la récolte, en amont de vos produits pour voir exactement qu'est-ce qui va sortir de vos champs et assister également à la vente de vos produits, prendre l'argent dans vos mains et repartir. Si vous confiez votre marchandise à quelqu'un, vous n'aurez jamais l'argent en totalité. Je peux vous l'assurer. Vous n'aurez jamais l'argent en totalité parce qu'il y aura toujours des choses, des excuses et tout pour dire que non, il y a eu ceci, non, il y a eu cela. C'est pour ça il y aura toujours ça. Entre ceux qui ne vont pas vous donner l'argent. Il y aura toujours ça. Donc, voilà un peu moi les erreurs que j'avais commises. Moi, les grosses erreurs que j'ai commises, c'était vraiment au niveau de la porcherie. Aujourd'hui, si je dois me relancer dans la porcherie, je me ferai un peu plus confiance et je ferai les choses autrement. Je ferai les choses à ma sauce. Parce que si ça ne doit pas marcher, je n'ai pas envie de me dire que, ah oui, c'est à cause d'un tel, de Pierre-Paul Jacques, en fait. Il faut que je me dise que si ça n'a pas marché, c'est parce que j'ai mis en place un système qui ne pouvait pas fonctionner. J'ai fait cette erreur, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné et je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. Aujourd'hui, je pars sur cette façon de fonctionner. C'est que c'est moi qui décide, c'est moi qui demande aux gens de mettre en pratique ce que je leur demande de mettre en pratique. Et si ça ne fonctionne pas, c'est ma faute et j'en assume les responsabilités. Mais je ne veux plus remettre la responsabilité à d'autres personnes parce qu'ils m'auraient dit « Ah oui, de faire ceci, de faire cela » et que je sois allée parce que je manquais de confiance en moi. D'où l'importance de se former en amont. Donc, voilà un petit peu. Et ensuite, voilà, lorsque vous achetez des terrains, valorisez-les. Si vous voyez que votre ferme ne fonctionne pas, que vous en avez marre et tout, vous pourrez toujours revendre votre ferme un peu plus cher ou bien vous dire que je vais garder ma ferme tranquillement. Les arbres vont continuer à pousser, les arbres vont pousser. Je mets juste quelqu'un pour entretenir le terrain. Et le jour où je serai prêt à revenir au pays pour moi-même reprendre les choses en marche et tout, je reviendrai, mon terrain sera là. Donc voilà un peu les erreurs que moi j'avais commises, dont j'avais pas fait attention. Et voilà un peu les conseils que je donnerai à quelqu'un
qui veut se lancer nouvellement au Congo dans la partie ferme, agriculture et tout. C'est vraiment d'avoir un maximum de présence sur place si vous êtes à distance. Je sais qu'il y en a certains, même en étant au Congo, ils vont pas pouvoir être là tout le temps parce qu'ils travaillent à gauche, à droite et tout, et que voilà, peut-être leur élevage, leur agriculture, c'est juste un business de côté et tout. Ils pourront pas être tout le temps sur place et tout, mais en sachant que même que ceux qui sont sur place là-bas, ils ont des mauvaises surprises. Hein. Ça, ne vous dites pas que seulement parce que quelqu'un à la diaspora, c'est elle qui a des mauvaises surprises. Non, parce que je connais aussi des gens qui sont sur place là-bas, bah, ils arrivent quand même à avoir des mêmes problèmes que toi qui es à la diaspora. Donc, c'est pour vous dire quoi. Mais voilà, pour moi, comme je le répète toujours, la ferme idéale pour l'instant que je connais, c'est la ferme jaune où les responsables sont H24 sur place et qui surveillent chaque mouvement de la ferme en fait. Et c'est pour ça que cette ferme marche très très bien parce qu'il y a une présence régulière. Vous pouvez toujours faire des travaux à distance, donc des travaux que vous pouvez maîtriser et tout, mais quand il commence à avoir une certaine production, quand on commence à parler des animaux qui sont sur place et tout, votre présence doit être régulière pour pouvoir suivre les choses et tout. Et également, une surveillance accrue. Quand je vous parle d'une surveillance accrue, oui, il y aura quelqu'un sur place et tout, mais avoir plusieurs exemples, une connaissance à moi qui a leur grand-mère qui a une porcherie, qui ont mis en place au moins 3 ou 4 personnes qui sont là juste pour la surveillance. C'est pas les personnes qui restent sur place pour vivre même au niveau de leur ferme, non. C'est des personnes qui ne se connaissent pas et qui tournent au niveau de la ferme pour prendre de nouvelles, pour s'assurer que le nombre de bêtes qu'ils ont eu continue à être pareil, pour éviter les vols, pour éviter les excuses comme quoi, oh la bête est morte et tout, voilà, on l'a déjà enterrée. Non, pour comptabiliser chaque mois. Et c'est 4 personnes qui tournent comme ça pour s'assurer que la ferme va continuer à avancer comme il faut. Et c'est une façon qu'ils ont trouvé de fonctionner qui marche parce que la propriétaire aux États-Unis, ils ont trouvé cette façon de fonctionner qui marche. Donc moi, je vous dirais, si vous êtes à distance, essayez de trouver des personnes de confiance, 2 ou 3. Donc, et chaque personne qui puisse filmer en fait, qui puisse filmer chaque semaine pour vous donner un retour. Donc, différentes personnes qui viennent à différents moments pour vous faire des retours et tout. Et quand vous demandez des travaux bien spécifiques, demandez à ceux que, lorsqu'on vous a dit que les travaux sont faits, qu'ils aillent filmer les travaux, dire que voilà, ce que vous avez demandé, voilà, comment ça a été fait, patati patata et basta. Si vous laissez votre ferme pendant un mois sans surveillance, sans vidéo, sans rien du tout, quand vous allez revenir, vous allez avoir des très mauvaises surprises, chose qui est arrivée et tout. Donc voilà, je me rends compte que la surveillance est très très important. Et sachez, mettez-vous en tête également que vous allez changer énormément du personnel en fait. C'est ce que je vis actuellement. Donc, vous allez changer, tourner avec plusieurs personnes jusqu'à trouver les perles rares qui vont vraiment prendre leur travail au sérieux et faire les choses comme il faut et qui vont épouser votre vision et travailler avec vous dans les bonnes conditions. Moi, personnellement, je cherche toujours cette perle rare ou ces perles rares parce que je me rends compte aussi qu'une seule personne dans une ferme, c'est pas vivable parce que la personne a besoin aussi de se déplacer, d'aller voir sa famille, d'aller faire les courses et tout. Et des fois, c'est quand il y a des mouvements comme ça que aussi vous avez des vols ou des disparitions ou des bêtes qui sont perdues et tout. Donc, ayez toujours 2 ou 3 personnes qui travaillent dans votre ferme, surtout si vous avez plusieurs hectares, pour pouvoir leur permettre de faire des rotations, quand il y en a un qui va voir sa famille, d'autres restent et tout, voilà. Et qu'il y ait toujours une présence sur votre site pour éviter en tout cas les vols externes. Donc, en interne, vous avez juste à voir avec votre personnel, parler avec eux et tout, pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vol. Essayez de voir de quoi ils ont besoin, de les mettre à l'aise financièrement ou bien de mettre en place différentes choses qui vont leur permettre de faire leur travail sans qu'ils aient à penser à vous voler. Donc, parce que le vol, je commence à avoir l'impression que c'est le sport numéro 1 au pays. Hein. Vraiment, c'est... voilà. Ben voilà un peu... pour moi, c'est ça. Mais voilà un peu cette vidéo par rapport au message que la jeune fille m'avait envoyé. J'espère qu'en tout cas, le retour que je lui avais fait, ça va aider et que cette vidéo va aider également d'autres personnes. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous aurez fait différemment, ce que vous conseillerez au nouveau de faire et tout. Donc, par rapport à tout ça. Il y en a certains qui arrivent à travailler à distance, mais c'est parce qu'ils ont vraiment des bonnes personnes avec eux avec qui ils avancent comme il faut. Et ça marche pour eux, ça marche. Mais c'est pas des personnes qui ont réussi aussi du premier coup. Hein. C'est pas des personnes qui réussissent. Ces personnes-là, quand tu vas discuter avec eux, ils vont te donner un background
où tu vas entendre que il y a, voilà, ça n'a pas été comme ça fait que pas, depuis pas longtemps qu'on arrive maintenant à fonctionner de cette façon. Donc, eux-mêmes, ils ont vécu des choses qui ont fait que, bah, voilà, ils auraient pu être dégoûtés, mais ils ont continué. Et aujourd'hui, ils ont réussi à trouver une façon de fonctionner qui marche. Donc voilà, ça va pas forcément fonctionner de la première fois, mais si vous avez de la force, continuez une deuxième, une troisième fois. Et si vous voyez vraiment que voilà, si vous en pouvez plus, arrêtez tout simplement. Arrêtez. Moi, je pourrais jamais encourager quelqu'un lorsqu'elle arrive à bout. Si mentalement vous voyez que votre tête, comme si vous dire non, continue encore, non. Je pense qu'il faut savoir préserver sa santé mentale avant tout, son bien-être avant tout, parce que si on n'a plus la force, si on n'a plus le mental et tout, c'est nous qui risquons de nous écrouler. Est-ce que ça vaut la peine de s'écrouler pour avoir une ferme ou avoir un truc au pays? Mais si ça joue sur notre mental, sur notre famille et tout, je pense pas que ça vaille la peine et tout. La santé avant tout, physique et mentale, et notre bien-être avant tout. Si vous voyez que vous n'arrivez plus, mettez peut-être en stand-by, ressourcez-vous et vous vous relancerez quand vous vous sentirez prêt à vous relancer. Et si vous voyez aussi que vous n'avez pas envie tout simplement. Basta. Donc voilà, parce qu'il faut quand même un mental d'acier, hein, un mental d'acier pour pouvoir bosser au pays et tout. Donc voilà quoi. Voilà un peu le retour que je pouvais faire par rapport à ça pour ceux qui me demandent des conseils. Mais sachez également que moi, j'ai pas non plus une expérience de fou. Donc, c'est des petites expériences que je partage avec vous. Donc, je suis encore un bébé dans ce domaine. Je pense qu'il y a des papas et des tontons et des grands-pères dans ce domaine-là qui peuvent même être à plus, en fait, de pouvoir donner leur expérience. Si ça vous intéresse de partager votre expérience sur tout ce qui est ferme, agriculture et tout, comment vous avez réussi à trouver votre rythme et à vous en sortir et tout, n'hésitez pas à nous écrire pour pouvoir partager votre expérience en faisant une petite interview, comment on le fait. Donc voilà, écoutez, là, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager si ça vous a plu, si ça va vous être utile. Et également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et merci pour ceux qui le feront. Et écoutez, prenez soin de vous, de vos familles et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.